Ils m'ont dit que je pouvais rester chez eux pendant ma chimio. Le lendemain matin, la femme de mon fils a murmuré assez fort, « S'il meurt, on vend cette baraque en premier. » Je suis resté allongé, faisant semblant de dormir. Il n'a rien dit. Cette nuit-là, je me suis levé, j'ai fait mes bagages et j'ai laissé un mot qui se terminait par « Vous regretterez votre choix d'aujourd'hui. » Je suis un homme de 68 ans de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. On m'a diagnostiqué un cancer du côlon de stade 3 il y a un peu plus d'un mois. Quand j'ai entendu les mots du médecin, mes oreilles se sont engourdies. J'étais assis là, à regarder le mur, hochant la tête comme si je comprenais tout ce qu'il disait, mais ce n'était pas le cas. Tout ce que j'ai entendu, c'est « Vous avez un cancer. » Je vis seul. Ma femme, Jean, est décédée il y a 8 ans. Mon appartement est petit, délabré, et le loyer ne cesse d'augmenter. Je survis grâce à la sécurité sociale et à une petite pension de mon emploi d'agent d'entretien au lycée. Pas d'économie. Les frais médicaux sont lourds. Je savais que j'aurais besoin d'aide pour traverser cette épreuve, alors j'ai fait la seule chose qui me venait à l'esprit, j'ai appelé mon fils, Tyler. Il a 34 ans et vit à Rapid City avec sa femme, Brooke. Je n'ai pas été très proche d'eux ces dernières années, mais nous n'étions pas non plus complètement étrangers. Il appelait de temps en temps, surtout pour les anniversaires, parfois à Noël. Après la mort de Jean, j'ai pensé qu'il prendrait peut-être plus de nouvelles, mais il était occupé, j'imagine. Pourtant, quand je l'ai appelé au sujet du cancer, sa voix était pleine d'inquiétude. « Papa, viens rester chez nous. On t'aidera à traverser ça. » J'ai hésité. Je ne voulais pas être un fardeau. « Tu es sûr ?» ai-je demandé. « Bien sûr », a-t-il dit. « Nous avons la chambre d'amis. Tu peux faire tes traitements ici. » Brooke travaille à domicile, donc il y a quelqu'un la plupart du temps. Je l'ai remercié. Je le pensais sincèrement. J'avais l'impression qu'on m'avait jeté une bouée de sauvetage. J'ai fait mes bagages, principalement des vêtements, quelques photos, de vieux souvenirs de Jean, et j'ai pris le bus pour traverser l'État. C'était fin mars, il faisait froid, il y avait encore de la neige fondue sur les trottoirs. Brooke a ouvert la porte quand je suis arrivé. Elle avait l'air surprise de me voir, comme si elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si tôt. Elle m'a adressé un sourire rapide et sec et un « salut ». Pas de câlin. Elle s'est retournée vers son ordinateur portable sur la table de la cuisine pendant que je restais debout dans l'entrée avec mon sac. Tyler est arrivé de l'arrière et m'a aidé à m'installer. La chambre d'amis n'était pas terrible, des cartons partout, on aurait dit qu'il l'utilisait comme débarras. Il y avait un lit coincé dans un coin, un tapis de yoga à moitié déroulé près du mur et une lampe annulaire. Je suppose qu'elle filme des séances d'entraînement ou quelque chose du genre. Le premier soir, Brooke a préparé du saumon, d'apparence raffinée mais fade. J'ai essayé d'en manger, mais la chimio me donnait déjà la nausée. J'en ai forcé la moitié juste pour être poli. À un moment donné, elle m'a regardé et a dit « On ne mange pas vraiment d'aliments transformés ou de plats riches en viande. Ce n'est pas bon pour la santé intestinale. » Tyler est resté silencieux. Je lui ai dit que je faisais de mon mieux. Je l'ai remerciée. Elle n'a pas répondu. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit. J'avais mal au ventre, la poitrine serrée. Les draps sentaient l'adoucissant et le parfum, rien de familier. À 5h30 le lendemain matin, je me suis réveillé au son de leur voix. Ils ne faisaient pas attention. J'ai entendu Brooke dans la cuisine, sèche et agacée. « S'il meurt, on vend cette baraque en premier. Je ne vais pas rester dans une maison qui sent la mort. » Je me suis figé. Elle a ri. « Sérieusement, combien de temps on va devoir jouer les infirmières ? Ils mangent à peine. On va se retrouver avec des factures et des trucs d'hospice. Hors de question. » Puis le silence. J'ai attendu. J'ai attendu que Tyler dise quelque chose, qu'il lui dise d'arrêter, qu'il lui dise qu'elle était froide et cruelle. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est le réfrigérateur qui s'ouvre, une cuillère qui teinte dans une tasse, du café qu'on touille. Puis Brooke encore, « Tu as dit qu'on ne pouvait pas se le permettre, alors ne fais pas l'étonner. » Tyler est resté silencieux. Ce silence en disait plus que les mots. Je suis resté allongé là, retenant mon souffle. J'ai eu l'impression que quelque chose en moi se brisait. J'ai pensé à Jean, à ce qu'elle dirait si elle était encore en vie, à ce qu'elle ressentirait en entendant que son fils unique avait une femme qui me considérait comme un déchet, qu'il était resté là sans me défendre,
que j'étais juste un problème à résoudre en mourant. Je n'ai pas dit un mot ce jour-là. Je suis resté au lit, me levant seulement pour aller aux toilettes. La nuit, quand j'ai été sûr qu'il dormait, je me suis levé. J'ai fait mes bagages sans bruit. Je n'avais pas grand-chose de toute façon. J'ai pris mon portefeuille, mes médicaments, une photo de Jean et mon manteau. J'ai laissé le double des clés qu'il m'avait donné sur le comptoir. Puis j'ai trouvé un bloc-notes près du réfrigérateur. J'ai écrit un mot, simple et honnête. J'ai tout entendu ce matin. Tu n'as rien dit, Tyler. C'était ta réponse. Je ne resterai pas là où je ne suis pas le bienvenu. Tu regretteras ton choix d'aujourd'hui. Papa. Je n'ai pleuré qu'une fois arrivé sur le trottoir. Je suis resté là, dans le froid, avec mon sac, le cœur battant, essayant de ne pas m'effondrer. J'ai marché jusqu'à la gare routière et j'y suis resté assis jusqu'au matin. J'ai appelé Ron, mon ancien camarade de l'armée de Billings. Je ne lui avais pas parlé depuis quelques années, mais il a décroché à la deuxième sonnerie. Ron, c'est moi. Je lui ai tout raconté, pas dans les moindres détails, juste assez. Il n'a pas hésité. Prends un bus. Je t'attendrai à la gare. Il était sincère. Maintenant, je suis dans la chambre d'amis de Ron, petite mais propre. Il a un vieux chien courant nommé Duke qui me suit partout comme si j'étais fait de bacon. Le lit grince, mais peu importe. Je me sens en sécurité. C'est ce qui compte. Il me conduit à la chimio, me prépare des toasts quand je n'arrive pas à manger grand-chose, ne parle pas sauf si j'en ai besoin, reste juste assis à côté de moi quand ça va mal. Une semaine après avoir quitté la maison de Tyler, il m'a envoyé un SMS. Papa, où es-tu? Brooke a dit que tu étais parti. Que s'est-il passé? Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, sérieusement, s'il te plaît, parle-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pas de message vocal. Pas de vraies excuses. Puis une lettre est arrivée par la poste, tapée à la machine, froide, de la part de Brooke. Nous sommes désolés s'il y a eu un malentendu. Je me défoulais. Nous avions beaucoup de choses en tête. Nous tenons à toi. Fais-nous savoir si tu as besoin de quelque chose. Sincèrement, Brooke et Tyler. J'ai déchiré la lettre en 2 et l'ai jetée au feu. Ron m'a regardé faire, n'a rien dit, a juste hoché la tête une fois. C'était il y a 3 semaines. Hier soir, Ron m'a montré une annonce sur Zillow. La maison de Tyler et Brooke est à vendre, pour près de 600 000 $. C'est drôle, n'est-ce pas? La maison où je n'étais pas le bienvenu, la chambre où je suis resté allongé à les écouter parler de moi comme si j'étais déjà mort, cet endroit est maintenant présenté comme confortable et plein de chaleur familiale. Ils passent à autre chose, essayant de faire table rase du passé, mais ils n'effaceront jamais ce qu'ils ont fait. Et je n'en ai pas fini. Environ 2 semaines après avoir vu l'annonce de la maison, Ron a reçu un appel téléphonique. J'étais assis dans la cuisine, essayant d'avaler des flocons d'avoine. Il a répondu dans l'autre pièce, mais j'ai pu entendre sa voix se durcir. Quand il est revenu, il avait l'air sérieux. « C'était ton fils ?» a-t-il dit. J'ai arrêté de mâcher. Il m'a retrouvé d'une manière ou d'une autre, il a trouvé mon nom sur ton ancien groupe Facebook de l'armée, je suppose. Qu'a-t-il dit? Il vient ici. J'ai posé ma cuillère. Il a dit qu'il voulait me parler en face à face. Il a dit qu'il viendrait en voiture demain. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé à penser à tout ce que je voulais lui dire, à tout ce que je n'avais pas pu dire quand je suis parti, la douleur, la déception, la honte qu'il m'avait fait ressentir. Il est arrivé vers 15 h le lendemain, s'est garé dans l'allée gravillonnée de Ron dans un 4x4 blanc brillant, et sorti en portant des lunettes de soleil et une veste coûteuse. Il ressemblait à un étranger. Je ne suis pas sorti. J'ai attendu sur le porche. Ron se tenait près de la porte, les bras croisés. Il n'a pas dit un mot à Tyler, il a juste hoché la tête dans ma direction et est retourné à l'intérieur. Tyler a monté les marches et a enlevé ses lunettes de soleil. « Salut papa. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Il s'est assis sur la marche du haut comme s'il s'attendait à un accueil chaleureux. Finalement, j'ai parlé. « Tu n'es pas venu pour aider. Tu es venu pour te sentir mieux. » Il a secoué la tête. « Non, je suis venu pour parler,
pour expliquer. Expliquer quoi? Que ta femme pense que je suis un poids mort? Que tu n'as pas eu le courage de lui dire qu'elle avait tort? Il a détourné le regard. Ce n'est pas si simple. Si. J'avais besoin de ma famille, et tu l'as laissé décider que je n'en valais pas la peine. Nous sommes restés assis en silence. Puis il a dit, Brooke est enceinte. Je ne m'y attendais pas. Il m'a regardé comme si cela expliquait tout, comme si j'étais censé oublier la façon dont il m'avait traité juste parce qu'un bébé était en route. Je l'ai regardé fixement. Alors, tu vas avoir un enfant, et maintenant tu te souviens que tu as un père? Il ne l'a pas nié. Il m'a dit qu'ils avaient peur, que la grossesse n'était pas prévue, que Brooke était sous pression au travail, qu'il ne savait pas comment réagir quand elle avait fait ses commentaires. Elle a dit qu'elle ne le pensait pas, a-t-il ajouté. Elle le pensait, ai-je dit. Et tu le pensais encore plus en restant silencieux. Il n'a pas discuté. Puis il a tenté une autre approche. Nous voulons que tu reviennes, que tu fasses partie de la vie du bébé. Les choses seront différentes. Je me suis levé. Mes jambes tremblaient, mais je me suis levé quand même. Vous vendez la maison. Vous avez déjà rangé mon lit. Ne te tiens pas là à faire comme si j'avais de l'importance maintenant. Il avait l'air honteux, mais pas assez. Tu as écrit dans ton mot que je regretterais mon choix, a-t-il dit. Je le regrette. J'ai hoché la tête une fois. Tu devrais. Puis je suis rentré dans la maison. Il est resté assis un moment sur le porche. Ron et moi l'avons regardé de l'intérieur. Au bout d'une demi-heure environ, il s'est levé et est parti. Il n'a pas frappé. Il n'a pas réessayé. Mais ce n'était pas la dernière fois que j'entendrais parler de lui. Le vrai rebondissement est arrivé une semaine plus tard. Ron était sorti chercher mes médicaments. J'étais assis sur le canapé, à moitié endormi, quand on a frappé à la porte. J'ai ouvert, et Brooke était là, seule. Elle était plus mince, les yeux creux, les cheveux tirés en arrière. « Salut », a-t-elle dit, comme si on se rencontrait dans un café. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit. J'ai conduit jusqu'ici toute seule. Tyler n'est pas au courant. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Pourquoi? Elle a baissé les yeux vers le porche. Je voulais le dire en personne. Dire quoi? Elle a pris une grande inspiration. J'avais tort. J'ai été cruel. J'avais peur. Je ne voulais pas gérer la maladie ou la mort, et je me suis défoulé sur toi. J'ai utilisé des mots que je ne peux pas retirer. Je n'ai pas répondu. Elle a levé les yeux vers moi. Tu n'es pas obligé de me pardonner, mais je voulais que tu m'entendes le dire. J'ai laissé cela en suspens pendant un moment. Puis j'ai dit, tu es seulement venu parce que tu attends un enfant. Tu veux redorer ton image. C'est ça. Elle a secoué la tête. Non. Je ne veux pas élever un enfant et qu'il découvre un jour que j'ai rejeté son grand-père quand il avait le plus besoin d'aide. Je l'ai regardé fixement. Mes mains tremblaient. Trop tard, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête, a sorti une feuille de papier pliée de son sac à main et me l'a tendue. J'ai écrit quelque chose, a-t-elle dit, au cas où tu ne voudrais pas parler. Elle s'est retournée et est retournée à sa voiture sans attendre que je l'ouvre. Je suis resté là pendant longtemps, tenant cette lettre. Plus tard dans la nuit, je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait quelque chose que je n'attendais pas. Ce n'était pas juste des excuses. C'était une confession. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans la cuisine avec la lettre de Brooke. Les lumières étaient tamisées. Ron était dans le garage en train de bricoler quelque chose, me laissant de l'espace. J'ai déplié le papier lentement, sans savoir si je voulais vraiment le lire, mais une partie de moi avait besoin de savoir. Cela a commencé comme je m'y attendais, d'autres excuses, parlant de stress et de peur. Mais ensuite, le ton a changé. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit à Tyler, a-t-elle écrit, et après tout, je pense que tu mérites de savoir plus que lui. Mes mains sont devenues froides. Elle a écrit que la grossesse n'était pas un accident. Elle l'avait planifiée, seule, sans Tyler. Elle avait arrêté de prendre la pilule des mois plus tôt et ne le lui avait jamais dit. Elle voulait sceller les choses, comme elle l'a dit. Le travail de Tyler n'est pas stable, a-t-elle écrit. Nous avions des difficultés et j'avais peur qu'il me quitte, alors je me suis assuré qu'il ne le ferait pas,
j'ai dû arrêter de lire pendant une seconde. J'avais la poitrine serrée, pas seulement à cause de la chimio, mais de rage, de confusion, de dégoût. Mais ça a empiré. Quand tu as emménagé, a-t-elle écrit, j'ai paniqué. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi malade. Je ne voulais pas être celle qui s'occuperait de toi. Je ne voulais pas me sentir piégée. Elle a dit qu'elle se sentait étouffée par tout cela, le cancer, la maison, les problèmes d'argent. Alors elle a poussé Tyler, l'a mis sous pression pour faire expertiser la maison, pour regarder les annonces, lui a dit qu'ils avaient besoin d'un nouveau départ. Je ne pensais pas que tu partirais comme ça, a-t-elle écrit. Je pensais que tu te mettrais en colère, que tu te disputerais, que tu rendrais les choses difficiles. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es juste parti. Et d'une certaine manière, c'était pire. Puis elle a écrit quelque chose qui m'est resté en tête. Ton départ si silencieux m'a fait réaliser à quel point ma propre cruauté était bruyante. Je suis resté assis là pendant longtemps après avoir lu cela. J'avais l'estomac noué, pas à cause de la chimio, pas cette fois. Ron est entré et a vu l'expression de mon visage. Il n'a rien demandé. Il m'a juste versé un verre d'eau et s'est assis en face de moi. Je lui ai tendu la lettre. Il l'a lue lentement, puis l'a repliée et l'a glissée sur la table. Bon sang, a-t-il dit. Nous n'avons pas beaucoup parlé cette nuit-là. Le lendemain matin, Tyler a rappelé. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la journée, il a envoyé un SMS. Brooke est partie toute la journée. Est-elle venue chez toi? Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, on a de nouveau frappé à la porte. Mais cette fois, ce n'était pas Tyler, ni Brooke. C'était quelqu'un que je n'avais pas vu depuis plus d'une décennie, ma nièce, Anna. Elle paraissait plus âgée, mais son visage avait la même détermination que celui dont je me souvenais des barbecues familiaux de 2009. J'en disais toujours qu'elle avait mon caractère. Elle a souri quand elle m'a vu. Oncle Rob. J'ai entendu dire que tu étais encore en vie. J'ai pensé qu'il était temps que je te rende visite. Je l'ai laissé entrer, stupéfait. Nous nous sommes embrassés. Elle a regardé autour de la maison. Ce Ron est gentil avec toi. Il a été plus une famille que la plupart des miens. Elle a hoché la tête. Bien. Alors peut-être que tu me laisseras t'aider maintenant. J'étais perplexe. M'aider avec quoi? Elle s'est assise, a sorti son téléphone et l'a glissé sur la table. C'était un site web, une cagnotte GoFundMe et des robes à combattre le cancer, son fils l'a abandonné. Des milliers de partages, plus de 60 000 $ collectés. J'ai regardé l'écran fixement. C'est toi qui as fait ça? Elle a hoché la tête. J'ai découvert ce qui s'est passé grâce à une ancienne amie de Brooke. Elle m'a tout raconté, la maison, les commentaires, la façon dont tu es parti. Alors, j'ai raconté ton histoire. Les gens se soucient plus de toi que tu ne le penses. Je suis resté assis là, incapable de parler. Il y a plus, a-t-elle dit. Les journaux télévisés locaux veulent t'interviewer. Les gens sont furieux. Ils veulent t'aider. Une dame a même proposé de t'envoyer son camping-car pour que tu vives dedans si tu veux ton propre espace. J'étais bouleversé. Mais ensuite, elle a ajouté une dernière chose. Tu devrais aussi savoir que Tyler et Brooke font l'objet d'une enquête. J'ai levé les yeux rapidement. Pourquoi? Elle a pris une grande inspiration. Des trucs financiers, de la fraude. Quelqu'un a signalé des irrégularités sur les documents hypothécaires. Il semble qu'ils aient peut-être menti sur leurs revenus pour obtenir un refinancement avant de mettre la maison en vente. Il y a un audit bancaire en cours. Je l'ai simplement regardé fixement. Elle s'est adossée et a dit, c'est drôle comme le karma fonctionne quand on arrête de le poursuivre et qu'on le laisse simplement entrer dans la pièce. Je n'ai rien dit, mais je l'ai senti, la tempête ne faisait que commencer. Les semaines suivantes se sont écoulées rapidement. La cagnotte GoFundMe créée par Anna a dépassé les 100 000 $ de dons. Des gens de tout le pays ont commenté, des vétérans, des veuves, des survivants du cancer, même des infirmières qui avaient perdu leurs parents dans des circonstances similaires. Ils étaient en colère, non pas contre moi, mais contre ce qu'on m'avait fait. Je n'étais qu'un vieil homme malade dans une petite ville, rejeté par son propre sang, et les gens ont ressenti cela profondément. Ils se sont identifiés à moi. Je ne m'attendais pas à ce que cela devienne viral, mais c'est arrivé. Les médias locaux m'ont contacté.
J'ai accepté de donner une courte interview. Ils l'ont filmé dans le jardin de Ron, un cadre simple, sans drame. J'ai dit la vérité. Pas de cris, pas de larmes, juste les faits. J'ai dit, j'ai élevé un fils avec ma femme pendant plus de 30 ans. J'étais là pour chaque match, chaque maladie, chaque mauvais jour. Quand je suis tombé malade, j'ai pensé qu'il serait là. Il ne l'était pas. Je ne m'attendais pas à de l'argent. Je voulais juste un endroit où me sentir en sécurité. Mais j'ai entendu ma propre belle-fille dire, s'il meurt, on vend cette baraque en premier. Et mon fils? Il n'a rien dit. Le visage du présentateur était tendu pendant la diffusion. Même le caméraman avait l'air en colère. Le reportage a été diffusé cette semaine-là. Ça a explosé. J'ai commencé à recevoir des lettres, des emails, même des colis de soutien de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Certaines ont partagé leurs histoires, d'autres voulaient juste que je me sente compris. Mais les vraies conséquences sont arrivées rapidement. Tyler a perdu son emploi. L'entreprise pour laquelle il travaillait, une société immobilière de taille moyenne, l'a licencié après la diffusion du reportage. Ils ont dit que ce n'était pas personnel, mais qu'il ne pouvait pas être associé à quelque chose comme ça. L'image publique était plus importante que la loyauté. Puis est venue l'enquête sur le prêt hypothécaire. Il s'est avéré que Brooke avait falsifié une partie de leurs documents financiers pour obtenir l'approbation du refinancement afin qu'ils puissent vendre avec un profit. Son ancien emploi dans le marketing. Elle l'avait quitté il y a des mois et ne l'avait pas dit à la banque, mais l'avait indiqué sur leur formulaire de demande d'information de toute façon. Et Tyler, qu'il le sache ou non, avait signé. La banque a gelé la vente. Ils ont reçu une amende et Brooke a été inculpé pour fraude. Pas des accusations énormes, peut-être pas de peine de prison, mais suffisamment pour ruiner leurs finances et leur crédit. La maison a été retirée du marché. Puis est venu le coup le plus inattendu, les services de protection de l'enfance se sont impliqués. Quelqu'un, peut-être un donateur, peut-être un téléspectateur, a envoyé à l'agence locale des extraits du reportage et des déclarations anonymes concernant l'environnement familial, disant qu'il n'était pas sûr, ni mentalement ni émotionnellement, pour un enfant d'être élevé dans un endroit où les personnes âgées sont considérées comme jetables. Rien n'en est sorti tout de suite, mais l'agence a ouvert un dossier. C'est tout ce qu'il a fallu. À partir de ce moment-là, Brooke et Tyler ont eu des travailleurs sociaux qui frappaient à leur porte. Tyler m'a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Il pleurait. Papa, a-t-il dit, la voix rauque, j'ai tout perdu, la maison, le travail. Brooke risque d'aller en prison. Les services sociaux nous surveillent. Les gens nous envoient des menaces. On ne peut aller nulle part sans se faire regarder. J'ai écouté, je n'ai pas dit grand-chose. Je suis désolé, a-t-il ajouté. Mon Dieu, je suis désolé. J'ai été faible. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû te dire que tu comptais. Mais je ne l'ai pas fait, et je ne sais pas comment réparer les choses maintenant. J'ai dit une chose. Tu ne peux pas, puis j'ai raccroché. Mais ce n'était pas la fin. Environ un mois plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite de Brooke. Le ton était différent cette fois. Pas de fausses excuses, pas de prétexte. Elle a dit, je mérite ça. Je pensais que le pouvoir venait du contrôle, de l'argent, des apparences, de l'image. Mais il ne me restait plus aucune âme quand ça comptait. J'ai utilisé un bébé comme excuse pour piéger mon mari. Je t'ai traité comme si tu n'étais rien. Maintenant, je sais ce que ça fait de n'être rien. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ron et moi avons utilisé une partie de l'argent de la cagnotte GoFundMe pour me trouver un meilleur endroit, une petite cabane avec une véranda tout autour, juste à l'extérieur de Billings. Confortable, propre, paisible. J'ai encore des rendez-vous pour la chimio, mais je réagis mieux que prévu. Les médecins sont optimistes. Et, pour la première fois depuis longtemps, je le suis aussi. Les gens continuent de m'envoyer des messages. Certains disent qu'ils ont tenu tête à leur propre famille après avoir entendu mon histoire. D'autres écrivent simplement pour dire qu'ils m'aiment. C'est étrange d'être aimé par des étrangers, mais c'est réel. Quant à Anna, elle est restée proche, me rend visite souvent, m'aide avec les factures, prend de mes nouvelles. Elle m'a même convaincu de rejoindre un groupe Facebook pour « grands-parents par la douleur », comme elle l'appelle. On rit plus maintenant. La dernière fois qu'on était assis ensemble sur la véranda, elle a dit « Oncle Rob, tu as eu ta revanche.
J'ai secoué la tête. Non, lui ai-je dit, c'est la vie qui a eu sa revanche. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec. Et moi, je vis.